bonsoir et bienvenue dans ce Mirko Show. Alors, Nicolas, cette semaine, de quoi vas-tu nous parler? Est-ce qu'on reste sur les États-Unis ou est-ce que tu vas nous faire voyager un petit peu? Alors, on va voyager un petit peu. Je voudrais attirer l'attention sur les tensions qu'on voit émerger dans le Caucase, notamment en Arménie et en Azerbaïdjan, où on voit qu'une région qui est historiquement un peu dans la zone d'influence de la Russie a des volontés d'émancipation, que c'est assez compliqué, qu'il y a eu des échanges assez violents, notamment entre Bakou et Moscou, mais également entre Erevan et Moscou. Je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, même si à cette heure, il est évidemment très compliqué de dire tout ce qui se trame, parce qu'on n'a pas accès à toute l'information, mais de parler de cette région qui est une nouvelle zone de tension, me paraît assez important. Eh bien, tu as bien raison. Tout de suite, générique. Et on rentre dans le vif du sujet avec toi. Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, vous êtes la résistance. Ce qui est certain, c'est qu'en Azerbaïdjan, eh bien, il y a des résistants, visiblement, en tout cas, des opposants. Comment tu pourrais nous résumer un petit peu cette tension qu'il y a eu entre, justement, Bakou et Moscou cette semaine? Je pense qu'il y a un sujet caché, parce que quand on regarde les événements, c'est presque secondaire, même si les événements sont tragiques. En gros, il y a eu un avion de ligne, on se souvient, il y a quelques mois, qui a été abattu par erreur par un missile anti-aérien russe et qui a tué plusieurs passagers d'origine azerbaïdjanaise. Pas que azerbaïdjanais d'ailleurs. Évidemment que Moscou, dans la foulée, s'est excusé, mais le président Ilham Aliyev estime que Moscou, que Vladimir Poutine aurait dû peut-être descendre plus rapidement dans l'arène, qu'il aurait dû demander pardon, qu'il aurait dû avoir un plan de remboursement, de paiement, en tout cas des victimes ou des familles des victimes de cet accident d'avion qui a quand même une trentaine de morts, tout le monde n'est pas mort. Et ça a traîné, donc on pourrait se dire c'est quand même bizarre, on a l'impression que Aliyev reproche une espèce de crime de lèse-majesté à Vladimir Poutine. Et dans la foulée de cette tension un petit peu qui existe entre Bakou et Moscou, il y a eu une arrestation extrêmement violente de personnes d'origine azerbaïdjanaise qui ont été arrêtées en Russie et qui, lors de l'interrogatoire ou lors en tout cas de leur arrestation, ont été frappées et tuées. Et donc, ce sont des personnes que Moscou accuse de faire partie du crime organisé. Pour autant, Bakou dit que ce n'est pas pour autant que la police est censée les tuer. Et ça a créé un sentiment qui a été répercuté par les médias azerbaïdjanais très anti-russes en disant que c'est du racisme qui est pratiqué en Russie, que les Russes ne respectent pas l'Azerbaïdjan, que c'est une situation qui est extrêmement grave. C'est monté au niveau diplomatique puisqu'il devait y avoir une visite de parlementaires russes en Azerbaïdjan qui a été annulée. Et on est quand même très surpris parce que l'Azerbaïdjan est plutôt un partenaire de la Russie. On sait que les liens entre Aliyev et Poutine sont proches historiquement. D'ailleurs, les deux hommes politiques se sont gardés de descendre dans l'arène. Ce sont plutôt leurs bras droits ou alors leurs médias qui s'en sont emparés. Mais si ces événements sont devenus nationaux dans les deux pays, c'est qu'il y a une vraie tension. Quelle est la véritable raison de la tension entre ces deux pays? Est-ce que c'est vraiment le fait que Poutine n'en ait pas fait assez et que les Russes tardent peut-être dans le dédommagement des familles? Est-ce que c'est ces arrestations violentes, extrêmement violentes, presque meurtrières, peut-être des Azerbaïdjanais? On ne sait pas. On a du mal à croire que c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en Azerbaïdjan, et je vais basculer sur l'Arménie vite fait, eh bien, en même temps, en Arménie, on a l'arrestation de Samuel Karapetyan, qui est un russo-arménien, un des hommes les plus riches du monde, qui est le propriétaire de l'unique compagnie électrique d'Arménie. Il a été arrêté, et en même temps qu'a été arrêté l'archevêque Bagrat Galstanian, qui est un homme prominent de l'église apostolique arménienne. Et ces deux personnes-là sont accusés également d'avoir des liens proches avec Moscou. Alors, c'est que l'Arménie, la situation est un peu plus délicate. L'Arménie est également dans la zone d'influence historique de la Russie.
suite comment dire, la révolution de couleur, la révolution de velours qui est en 2018, il y a Nicole Pachinian qui est à la tête du pays. C'est plutôt un atlantiste. Il a été soutenu par les atlantistes pour prendre le pouvoir. Et les relations depuis 2018 et aujourd'hui est en dents de scie avec l'Arménie. Et là, on a tout d'un coup le gouvernement arménien qui dit qu'il y a des tentatives de coup d'État organisées par l'Église, soutenues par des magnats, des oligarques du pays qui ont l'origine russe et qui ont le passeport russe. Et donc, et en Arménie et en Azerbaïdjan, il y a un sentiment dans une partie de la population anti-russe. Alors la différence, c'est qu'en Azerbaïdjan, elle est vraiment répercutée dans les médias. En Arménie, c'est pas le cas puisqu'il y a une partie de la population qui voudrait au contraire que la Russie soit très présente. N'oublions pas que Arméniens et Azerbaïdjanais en sont venus aux mains et que l'Azerbaïdjan a pris la terre historique des Arméniens de l'Artsakh en 2020, surtout en 2023, et que les Arméniens reprochent à leur gouvernement de ne pas avoir protégé ce territoire historiquement arménien. Donc, on a ces deux régions stratégiques puisqu'elles sont entre la mer Caspienne et la mer Noire. Il y a, c'est aussi deux pays qui sont entre le corridor nord-sud qui essaie de bâtir la Russie avec l'Iran et qui va même jusqu'à l'Inde. Et donc, tout d'un coup, dans cette région du monde, il y a cette tension anti-russe. Il y a évidemment l'acteur dont on ne parle pas. On a parlé des Russes, des Arméniens. Il y a deux autres grandes puissances que sont la Turquie et l'Iran qui, bien que musulmans tous les deux, ont évidemment des intérêts complètement divergents et avec l'Arménie et avec l'Azerbaïdjan. Et puis évidemment, il y a l'éléphant dans la pièce dont on doit parler qui est l'élément atlantiste puisque les Européens et les Américains sont présents et on sait que l'Azerbaïdjan a pu occuper illégalement l'Artsakh, l'annexer sans que Bruxelles dise rien, puisqu'au contraire, l'Union européenne n'a jamais fait autant de commerce avec l'Azerbaïdjan. Elle importe aujourd'hui des hydrocarbures et évidemment, les Américains se frottent les mains, bien qu'ils soient en train de négocier officiellement avec Moscou, de voir qu'il y a une zone de tension assez forte quand même dans le sud, dans cette région tumultueuse du Caucase. Alors, il faut rappeler effectivement que l'Azerbaïdjan faisait partie de l'URSS, donc c'est l'un des pays de l'Union des républiques soviétiques et socialistes et soviétiques de l'époque. Donc, il y a quand même un passif derrière, qu'on est dans le Caucase, avec des peuples parfois un peu au sang chaud, on pourrait le dire. Qu'à Moscou, les arrestations des personnalités, justement, dont tu as cité, c'était des personnes effectivement issues de la communauté voilà, je n'ai jamais réussi à dire, donc j'arrête de dire d'Azerbaïdjan, et qui étaient en fait des parrains, enfin, des mafieux, tout simplement. Côté des autorités du Caucase, justement, arrestation tout azimut en parlant de personnes qui pourraient être potentiellement des espions ou autres. On a vu sortir dans les médias russes, notamment le profil des personnes arrêtées. On était plutôt sur du touriste, voire de la personne du jeune russe qui avait fui la Russie, justement pour éviter le recensement militaire, etc. Donc bon, on se retrouve à avoir une tension vraiment dans une république, une ancienne république soviétique. Ça nous rappelle quand même beaucoup de souvenirs. L'Ukraine, la Géorgie, le Kazakhstan où il y a eu des tentatives notamment de coup d'État, la Biélorussie également. Est-ce qu'on pourrait y voir peut-être sinon une aide, en tout cas une bienveillance des services secrets étrangers? On dit toujours cui bono. L'Azerbaïdjan et l'Arménie sont des partenaires historiques de la Russie. Pour des raisons économiques, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan est très heureuse d'avoir un pays comme la Russie qui importe ses fruits et légumes, qui l'aide à exporter son gaz et pétrole qui sont sous sanctions. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Je pense que l'Azerbaïdjan se sent le vent en poupe et courtisé. L'Azerbaïdjan est très clairement courtisé par l'Union européenne, elle est courtisée par la Turquie. La Turquie rêve d'avoir un corridor qui traverserait le Nakhichevan, le corridor du Zangezur jusqu'à l'Azerbaïdjan, la mer Caspienne et puis le reste du monde turcique, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, pour faire une espèce de grand monde, de grand pôle de langue turque.
Donc ça, je pense que c'est la Turquie a un rôle à jouer là-dedans. Et l'Iran aussi, n'oublions pas que l'Azerbaïdjan, pendant longtemps, a fait partie de la Perse, qu'il y a énormément de personnes azerbaïdjanaises qui habitent en Iran et que tout cela est assez compliqué puisque les Azerbaïdjanais sont musulmans et très proches de la Turquie, mais ils sont majoritairement chiites comme les Iraniens. Donc c'est une zone pivot. Et je pense que l'Azerbaïdjan essaye de tirer son épingle du jeu, comme la Biélorussie l'a fait d'ailleurs à une époque. Hein. À un moment, on se souvient que Loukachenko avait été courtisé par les atlantistes, qu'il avait failli, plier, hein, qu'il avait failli signer des grands accords, et puis il a fini par se raviser. L'Azerbaïdjan est dans une situation où elle est, comme je le disais, qu'elle est courtisée et par l'Union européenne et par la Turquie, et donc se sent un peu le plus forte pour discuter avec Moscou aujourd'hui. En même temps, il y a la Géorgie qui s'est plutôt ralignée et qui s'est rapprochée depuis ces derniers temps. Et cette région-là demeure tendue. On est sur la frontière de l'Iran. L'Azerbaïdjan, un des plus grands partenaires stratégiques de l'Azerbaïdjan, c'est non seulement la Turquie, mais c'est également Israël. Donc, on avait des situations comme en Caucase où on avait des Arméniens qui avaient des drapeaux iraniens et les Azerbaïdjanais qui avaient des drapeaux israéliens lors des derniers échanges, pas forcément des toutes dernières, hein, la guerre des 12 jours, mais auparavant. Donc, si vous voulez, il y a des enjeux économiques et politiques qui sont pas si faciles que ça à décrypter. Ce qui est certain, pour répondre directement à tes questions, c'est que cela fait le bonheur, évidemment, de ceux qui veulent affaiblir la Russie. Donc, ces mêmes puissances atlantistes qui ont tout fait pour essayer de renverser la Géorgie, de semer une guerre civile en Géorgie, en Biélorussie, en Yougoslavie, qui ont été allés jusqu'à interdire à des candidats roumains de se présenter aux élections, qui ont été peut-être derrière, qui sait, les tentatives d'assassinat contre le Premier ministre slovaque, ou en tout cas qui ont encouragé des discours qui étaient hostiles et qui ont peut-être poussé certains fous à passer à l'acte. Ce sont ces mêmes puissances sont forcément, et on sait qu'elles sont présentes dans cette région-là. Elles le sont. Elles le sont par leurs associations, par leurs OGN, leurs ONG, pardon. Et donc, évidemment, de là à dire que c'est elles qui tirent les ficelles et elles qui sont derrière tout ça, à ce stade-là, on ne peut pas le dire. C'est ce que j'allais te demander aussi. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté non plus d'émancipation de Moscou, de Bakou? Bakou est devenu, donc tu l'as dit avec beaucoup de justesse, un interlocuteur sur les hydrocarbures principal pour l'Union européenne. On voit que Bakou est effectivement extrêmement sollicité par les États-Unis, par les anglo-saxons au sens large. Est-ce qu'il n'y a pas finalement peut-être une idée de se dire, ben voilà, c'est peut-être le bon moment aussi pour nous, Azerbaïdjan, de nous détacher de justement cet ancien bloc soviétique et peut-être de s'occidentaliser? Alors, cette région appartenait à la zone d'influence russe avant l'Union soviétique. Hein, mais déjà, à l'époque de l'Empire russe, depuis le 19e siècle, ces régions-là ont été conquises sur les Perses à l'époque. Donc ça, les relations sont historiques. Hein. L'Azerbaïdjan est une création récente. Hein. Donc, du coup, j'ai beaucoup de respect pour les habitants de l'Azerbaïdjan, mais c'est pareil. Et ça rappelle aussi, comme l'Ukraine, ces créations nouvelles sont forcément plus fragiles. L'Arménie est une vieille nation, mais qui a été occupée par les Ottomans. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais je pense que l'Azerbaïdjan, clairement, est plus puissante aujourd'hui. C'est un pays de 10 millions d'habitants. C'est un pays qui arrive à se développer au niveau économique et qui aussi a d'autres alliés. Je pense que Bakou veut montrer aujourd'hui qu'à Moscou, qu'elle peut lui tourner le dos, voire même elle peut la menacer parce que c'est pas du tout. Alors, est-ce qu'elle le peut pour de vrai? Alors, elle le peut avec l'alliance aussi d'autres grands acteurs internationaux la soutiennent massivement. Mais on voit aujourd'hui que quand ces grands acteurs soutiennent l'Ukraine, eh bien, ils ont du mal à mettre leur politique en place. Donc, je pense que c'est un très grand risque. Ça peut se retourner évidemment contre l'Azerbaïdjan si tout d'un coup je ne vois pas la Turquie tout d'un coup tout risquer dans ses relations avec la Russie aujourd'hui pour gagner l'Azerbaïdjan, même s'ils ont un rêve. Hein, c'est vraiment le peuple frère des Turcs, ce sont les Azerbaïdjanais, mais je ne pense pas qu'elles soient en mesure de le faire, ni économiquement, ni militairement. Et quant à l'Union européenne, elle n'en a pas les moyens, mais elle n'a pas les moyens d'arracher l'Azerbaïdjan à la zone d'influence russe, mais elle peut faire du mal. Elle peut faire du mal à cette influence. Et je pense que ce sont ces acteurs-là qui vont grignoter petit à petit. Je pense que c'est un travail qui va se faire sur le long terme. Mais en tout cas, la violence des propos qui ont été entendus à Bakou dans des médias officiels d'État, le fait qu'ils arrêtent des journalistes et qui ont été tabassés. Là, les Azerbaïdjanais se plaignent de personnes
qui feraient partie de la mafia, donc on doit faire attention, qui ont été arrêtés violemment, mais là, à Bakou, ils ont arrêté violemment, ils ont frappé, on voit les visages tuméfiés de personnes qui sont journalistes. Oui, tu as raison de me corriger, j'ai dit une erreur tout à l'heure, qui avaient été accusés d'espionnage, pas du tout, qui ont été accusés d'être des mafieux, effectivement. Oui, et puis il y a des personnes qui ont été... Exactement, donc c'est quand même assez violent quand on pense à la relation historique, hein, l'Azerbaïdjan, et qui en plus qui a profité de la situation de la Russie en Ukraine en 2020 et puis surtout en 2023 pour occuper l'Artsakh, pour reprendre l'Artsakh. La Russie aurait pu intervenir à ce moment-là, même s'il n'avait pas d'obligation. Elle a un peu laissé faire, donc je pense qu'elle a voulu montrer à Pachinian, le Premier ministre atlantiste arménien, qu'il ne valait mieux pas trahir Moscou. Et pour autant, voilà, Moscou a laissé un peu faire l'Azerbaïdjan. Elle est intervenue pour trouver un traité de paix. Et maintenant, eh bien, d'autres pays veulent trouver ce fameux traité de paix, notamment pour ouvrir ce fameux corridor du Zangezur qui empêche les Azerbaïdjanais d'avoir accès à leur enclave du Nakhchivan qui touche quasiment qui est au sud de l'Arménie, qui est très proche de la Turquie. Donc, d'autres acteurs voudraient rentrer dans le jeu pour avoir éventuellement d'autres réseaux d'accès des hydrocarbures. Hein. On en revient toujours au même sujet. Hein. C'est cette or noire qui fait fantasmer tant de personnes du monde de la finance, du monde de la politique. Et c'est pour ça que ce sujet est particulièrement... C'est pas juste d'autres territoires, ce ne sont pas des territoires avec des tas de sable où il n'y a rien d'autre. Là, il y a la possibilité de s'enrichir tout en affaiblissant un concurrent. Donc, il faut regarder de ça de près. Je pense que c'est dans l'intérêt de Moscou de calmer la situation au plus vite. Mais penser qu'il n'y aura pas d'autres tensions dans cette région-là, c'est illusoire, c'est historique. C'est les Britanniques qui avaient déjà été... D'ailleurs, c'est les Britanniques, hein, pour la petite histoire, qui avaient donné l'Artsakh aux Azerbaïdjanais quand ils sont arrivés à la fin de la chute de l'Empire ottoman. Et les Soviétiques ont permis aux Azerbaïdjanais de garder le contrôle sur ce territoire qui est arménien depuis des générations. Donc, le jeu des Britanniques, on peut dire aujourd'hui des Atlantistes, est néfaste. Et évidemment, ils grouillent dans cette région-là pour essayer de créer l'instabilité. Allez, on va rester sur ce mot de la fin. Donc, petite question quand même pour finir en 10 secondes, Nicolas Mirkovic. Alors, pétard mouillé ou véritable poudrière à surveiller de très près? Alors, dans les prochains jours, à surveiller de très près, mais je pense quand même qu'il n'y a aucun acteur qui est capable de renverser la table là tout de suite, mais quand même à surveiller parce que le ton employé à Bakou était vraiment inattendu, et pour qu'ils se permettent de tenir ce type de discours et de politique, c'est qu'ils doivent se sentir assez à l'aise. Donc, il y a forcément des acteurs régionaux ou pas d'ailleurs qui soutiennent. Donc, à regarder dans les mois à venir ce qui va se passer. Il y a un potentiel pour que ce soit chaud, mais je ne le vois pas arriver tout de suite. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve semaine prochaine dans un prochain Mirko Show. Nicolas Mirkovic, à très vite. À bientôt.